lorsqu'on en disait, on raconte cette histoire il n'y a pas si longtemps, de ce violeur en série, 30 ans, qui agit avec une quarantaine de victimes au moins. Le violeur en série de la Sambre ou de la Sambre. Le reste de la France, là, en connexion avec la Belgique. Vous croyez que le voisin qu'on entend dans les médias, le maire qui raconte que c'était un brave, la boulangère qui voyait arriver tout le temps, la maman qui est dans l'association et qui raconte que c'était un gentil monsieur qui était serviable et qui lui rendrait plein de services, et même, je me souviens de cette voisine, parce que c'est rare d'entendre ça, c'est très rare. On entendra le témoin qui dira oui, bah, je ne m'imaginais pas, voilà, je ne m'imaginais pas, c'était le garçon d'à côté. Mais la femme qui dit non, c'était quelqu'un de bien. Elle va vous l'affirmer dans la caméra, c'était quelqu'un de bien celui-là. Voilà, je ne peux pas dire, celui que j'ai connu, c'était vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main presque. Bon, et c'est ce monsieur-là qui est violeur en série pendant 30 ans. Ah, ça c'est comme... Donc forcément, ces gens-là, qui ont connu un tel personnage dans leur vie, sont des victimes collatérales. Puisqu'ils sont en quelque sorte trahis ou bouleversés par l'image qu'ils avaient d'un côté de cet homme et la face obscure qu'ils découvrent, qui est radicalement opposée, bien sûr. Victime collatérale, c'est aussi l'ami, l'amant, le frère et sœurs en Christ ou en religion, peu importe. C'est-à-dire des personnes, quand on dit proche, c'est pas forcément familial, ça peut être amical aussi. Alors, je prends l'exemple du voisinage à l'instant, mais ça peut être aussi amical, ça peut être fraternel, ça peut être... Dès lors que vous avez une relation personnelle, domestique, dirait le FBI, en fait, une relation domestique, qui dépasse que tout simplement la relation strictement inconnue qu'on pourrait avoir vis-à-vis de son prochain dans la rue. Bon, et dès lors qu'il y a un minimum de lien, alors vous êtes une victime collatérale, vous dites je connaissais, mon Dieu, ce qui lui est arrivé. Vous croyez que lorsque par exemple la mère de Frédéric Picard décède et qu'on envoie des allures sur Facebook, sur son compte, et que vous avez des réactions des gens qui apportent leur témoignage, il y a forcément dans ceux qui apportent des témoignages des victimes collatérales. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr des messages de compassion, tout simplement, en disant voilà, je suis là pour apporter mon soutien en général. Mais quand vous regardez bien certains messages qui sont à l'intérieur, peut-être qu'il y avait des gens qui connaissaient mieux Frédéric Picard, évidemment, mais vous voyez quand même des gens qui prennent presque pour eux la mort de cette maman. C'est-à-dire que c'est maman, c'est comme si ça avait été ma maman. Voilà. Si ça avait été ma maman, je pense que j'aurais eu du mal aussi. Et donc quelque part, ils s'accaparent, ils prennent un peu pour eux cet événement et le vivent personnellement. Et témoignent donc en conséquence avec des mots à eux qui sont bien au-delà de la simple compassion dans ces cas-là. Ils sont des victimes collatérales. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que cette dimension collatérale, elle est parfaitement négligée. Il y a plein de gens qui souffrent à côté de ceux qui ont vécu directement, et donc personne ne s'occupe vraiment. On parlait ce matin de la fille de DSK. Des enfants donc, qui découvrent que la maman a été incestée plus de 500 fois entre 5 ans et 18 ans. Ils s'en sortent comment? Vous croyez qu'une fois qu'ils le savent et que les autres le savent, ils ont quelle image? C'est bien sûr une victimation collatérale aussi. Et ces gens-là, voilà, on en parle très peu. C'est un très bon sujet, j'ai toujours dit, de mémoire ou de thèse d'ailleurs. Très très peu développé. J'invite. Alors, victime inconnue? Non. Oui. Victime inconnue, connue et proche. Bah, c'est très différent. Si vous êtes proche, on a souvent un mobile. Si vous êtes dans le connu, bah, c'est encore plus vrai. Et si vous êtes dans l'inconnu, on a affaire à une motivation irrationnelle très souvent. Sauf des cas peut-être de tueur à gage, on fait ça par personne interposée, mais bon, il y a toujours en tout cas une interface quelque part. Ce n'est pas une vraie relation personnelle où la personne s'en prend version Colombo à un autre. Donc ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes sûr que
la victime était proche de son agresseur ou connue de son agresseur a fortiori, ben vous avez un mobile classique de type vengeance, argent, passion. Si vous êtes plutôt dans une victimation inconnue, alors vous êtes plutôt dans le fantasme, la pathologie ou l'idéologie. Voilà, et à partir de là, tout est possible. Et même dans un tueur à gage, même dans un tueur à gage, vous avez quelqu'un qui va avoir, il va y avoir un donneur d'ordre et un exécutant, sans doute un mobile d'argent par exemple, ou une vengeance, et voilà, on fait ça en personne interposée. Mais celui, croyez bien, qui en vient à tuer une autre personne qu'il ne connaît pas, c'est essentiellement pour l'argent. On en revient toujours au mobile crapuleux qui sous-tend un mobile de vengeance entre le vrai donneur d'ordre et la victime qui doit exécuter. Victime, unique, pluriel, sérieux. Unique, pluriel, sérieux. Si c'est unique, il y a très souvent un mobile derrière. Voilà. Si c'est pluriel, c'est souvent un tueur de masse. C'est quelqu'un qui est plutôt idéologique, ou fantasmatique ou pathologique. Et si on est sériel, alors ça peut être un mélange des deux, mais c'est d'abord le fantasme ou l'idéologie. Donc c'est vrai que tout ça, ça nous amène déjà à entrevoir un autre grand principe en victimologie, c'est à tel profil de victime, tel profil d'agresseur. C'est-à-dire que plus on s'intéresse à la dimension de la victime, à ce qu'elle était, de tout savoir d'elle, alors vous raisonnerez bien plus éclairant sur le profil de l'agresseur. Pendant des années à l'UMJ de Lagny sur Marne, je vais raconter une simple histoire pour faire comprendre ça. Vous avez dans un centre commercial, un grand centre commercial, imaginez, nous sommes mercredi, il est 16 h. Un Kinder vient d'être volé et mangé. Dans le rayon, qui est celui des gâteaux, des bonbons et des sucreries en tout genre, la deuxième étagère, les bonbons, les gâteaux, il y a donc 3 Kinder. Mais il n'y en a qu'un seul qui a été pris. Il y a encore un petit peu de bave et de chocolat qui sont en train de s'écouler comme ça, avec le papier du Kinder qui a été ramassé comme ça, et laissé à côté. Et quand on regarde les vidéosurveillance, on ne voit rien. Il y a tellement de monde qu'on ne sait pas qui a fait quoi. À partir de là, s'il vous plaît, application du principe, à tel profil de victime, tel profil d'agresseur. La victime ici, c'est un Kinder. D'accord? La victime indirecte, éventuellement, c'est le centre commercial. On va d'abord s'intéresser au Kinder. Qui peut s'en prendre à un Kinder? Je vous donne 3 exemples, mais c'est tout bête, et pourtant si vrai. Allez, première hypothèse, une vieille dame de 80 ans avec sa canne, un papa qui fait du bodybuilding, qui est un peu musclore sur les bords, ou alors un enfant de 5 ans, 8 ans, 10 ans, qui passait par là. Déjà, de ces 3 hypothèses, vous voyez tout de suite vers laquelle on s'oriente. Rien qu'en ayant dit ça, voilà. C'est-à-dire qu'il y a bien entendu une plus grande probabilité, juste cela, que certains profils collent mieux avec certains passages à l'acte, évidemment. Évidemment. Non pas qu'on fasse du profilage racial ou un stéréotype abusif de tel criminel par rapport à telle victime, bien sûr. Mais quand même, si vous raisonnez avec le bon sens, en vous disant qui peut prendre un Kinder, qui peut le faire sur la 2e étage. Parce qu'il faut se pencher pour un ami. Qui peut le manger tout de suite? Et qui va laisser derrière lui aussi toute une série de traces et indices, dont le comportement de ramasser le machin, de le mettre en boule, de baver dessus un peu, voyez, et de ne pas tout prendre au passage. Vous voyez, et tout ça, vous dites, ouais, c'est un enfant. C'est effectivement plus probablement, en tout cas, un enfant. Et donc c'est ça l'idée, c'est que si vous comprenez ce principe-là, alors vous essayez de dérouler le profil de l'auteur en fonction donc, de toute une série de critères victimologiques. C'est ça qu'on est en train de faire. On va essayer de caractériser un petit peu mieux le type de profil, déjà, pour... Voilà. Donc là, victime,
unique, c'est mobile. Parce que, sauf cas dérogatoire, on en veut à une personne à titre passionnel. C'est rare d'avoir quelqu'un qui est un criminel passionnel en série, hein, qui se retrouve 10 fois à être trompé par une femme et il tue ses femmes à chaque fois. C'est rare. Non. La plupart du temps, la passion est un élément extrêmement exclusif, avec une décharge émotionnelle particulièrement singulière. Bon, et donc, c'est aussi se rappeler que la passion vient d'une polarisation sentimentale ou affective, hein, donc une concentration exceptionnelle. Bien entendu, c'est proportionnel cette histoire. Plus vous êtes passionné, plus vous avez des sentiments forts, vifs, aveugles, dont vous êtes particulièrement dépendant et qui dévorent quelque part votre affection pour quelqu'un, plus proportionnellement, le risque de passer à l'acte de manière passionnelle parce qu'elle serait infidèle, cette personne, par exemple, voilà, on comprend la logique proportionnelle entre les deux. Mais vous ne tombez que très rarement dans une vie normale, aussi passionné que cette fois-ci, plusieurs fois. Voilà. Et donc, le caractère unique revient vite dans ces cas. C'est vrai que si on raisonne maintenant en termes d'argent, je reconnais que là, il faut regarder d'un peu plus près, parce qu'on peut avoir bien sûr des conflits d'argent répétés, et puis faire des règlements de compte répétés. Voilà, des gangs et des filières organisées, évidemment, qui font ça très bien. Mais, voilà, après, tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte, il faut voir. Quant à la vengeance, la vraie vengeance personnelle, bah, c'est souvent parce que vous avez un vrai conflit. Donc, à moins que la personne soit particulièrement conflictuelle et cherche le conflit en permanence, un vrai conflit qui en vient à la mort de quelqu'un, c'est quand même rare. C'est rare de le répéter. Le niveau, c'est... Il faut un grand engagement personnel derrière, même si c'est possible. Bon. Donc, c'est la tendance, on va dire. Et puis, sériel, il y a toujours une période d'accalmie, évidemment, alors que pluriel, c'est comme un tueur de masse, donc le voisin qui sort pour tuer tous ses voisins, l'adolescent qui débarque dans une discothèque et qui tue tout le monde, ou dans un lycée ou une université qui tue ses camarades, ça s'appelle des tueurs de masse. Voilà, en un seul temps, sans période d'accalmie, ils viennent à tuer un certain nombre de personnes. Mais derrière cela, il y a souvent une arrestation immédiate, ou même le suicide de cette personne. Donc on comprend bien que c'est un acte plutôt désespéré pour régler ses comptes définitivement par un coup d'éclat majeur, parce qu'il sait très bien qu'après, ce sera fini pour lui d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une logique très différente, vous comprenez. Ce que je viens d'expliquer d'un tueur de masse, c'est pas du tout le même profil et la même motivation que le tueur unique, bien sûr. Oui, tout de suite, on y en dit ça. Et sérieux, c'est encore notre histoire. Jacques Rançon, actuellement, donc, dans son box d'accusés à Perpignan, pour la série de crimes bien connus, Tatiana Dujarme, Daria Chaïd, Marianne Gonzalez, etc. Tout le monde dit, dès qu'on le voit rentrer dans l'accusé, dans le box d'accusés, mais c'est un pauvre type. C'est un pauvre type. C'est-à-dire qu'on en a fait tout un plat. C'est-à-dire que la médiatisation aussi vient mettre en lumière un tueur en série. Déjà, il y avait un Superman d'un côté, là c'est-à-dire le super killer, par exemple. Ensuite, il y a, oh là, mon Dieu, il y a ablation des parties génitales, ablation donc, du sein, décapitation, mutilation des mains, un truc abominable. Voilà, à chaque fois, on se dit, putain, mais là, le loup-garou est revenu, hein. Il est dans les rues. Qui est-il? On le grossit, oui, on a tellement peur presque, on nourrit la légende urbaine et les fantasmes du loup-garou. Et puis on voit débarquer, et puis on se dit, oh mon Dieu, vide, zombie, mort-vivant, la pauvre vie. Mais quand on y réfléchit bien, il n'y a que les médias et que les films cinématographiques américains en particulier qui en viennent à
surenchérir sur les capacités intellectuelles, empathiques et autres du tueur en série, parce que le tueur en série, surtout s'il en vient à être sexuel ou mutilatoire, n'est qu'un homme préhistorique qui au contraire régressait. Il a régressé vers des pulsions archaïques de ce type-là, et c'est loin d'être une lumière, forcément. Forcément. Et quand on a dit 1000 fois, y compris par Stéphane Bourgois et d'autres, qu'il vivait dans la mort de l'autre, ce qui est tout à fait vrai, parce qu'il est tellement vide, cet homme-là, qu'il pompe, il tente du moins de pomper, mais il n'y arrivera jamais, la vie des autres, et ceux en particulier qui sont particulièrement vitaux, particulièrement joyeux, particulièrement bons sous tout rapport, pour se donner l'impression qu'il pourrait s'accaparer, vampiriser, s'approprier donc ce qu'il n'a pas, la vie qu'il n'a pas, la bonté qu'il n'a pas, l'estime de lui-même qu'il n'a pas. Il est vide complet, donc il essaie de tuer pour ses... Il n'y parviendra pas. Même en étant cannibale, il ne pourra pas s'approprier véritablement cette vie-là. Donc, c'est un fantasme. C'est plus souvent un fantasme. Le fantasme ne devient que rarement réalité. Et même s'il devient réalité, il ne nourrira pas la finalité. Toujours est-il qu'on a victime aussi à bas risque, moyen risque ou haut risque. Alors ça, c'est une distinction à l'FBI au départ, hein, on connaît tous avec le profilage. Avec qui me rappelle ça? Victime à haut risque, c'est quoi? Victime à haut risque, c'est une victime qui est exposée dans un lieu isolé. En fait, c'est haut risque déjà pour elle-même, on va bien préciser. Oui, dans l'environnement. Voilà, c'est ça. Et haut risque pour elle. Dans un lieu particulièrement isolé. Pourquoi c'est haut risque pour elle, un lieu particulièrement isolé? Parce que si elle se trouve avec quelqu'un, personne ne la voit. Effectivement. Personne ne peut l'arrêter. Effectivement. Je vous ai raconté cette histoire il n'y a pas longtemps, je faisais la tête de police. Et on me raconte, voilà, on vous a vu sur YouTube et tout, c'est intéressant, ok. Puis tout à coup, ils me disent, il y a un truc, on vous a parlé, on a parlé d'un truc de victimologie, là, je crois, et puis ils vous dites qu'il y a des gens vraiment qui se remettent tout le temps dans les mêmes situations. Donc, des victimes à haut risque, hein, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais c'était ça. Des victimes à haut risque, c'est qu'elles se mettent d'elles-mêmes dans une situation à haut risque aussi. Et elle dit, voilà, j'ai un cas pour vous. Alors, bon, très bien. Et c'était une dame qui s'est fait agresser dans la rue. Alors je vous explique, elle sortait de son travail, elle est allée là, puis ensuite elle est arrivée dans une impasse, enfin, dans une petite ruelle, c'est pas éclairé, c'est sale, c'est le soir, entre 22h et minuit, parce qu'elle travaille dans un restaurant, et puis elle rentre chez elle en coupant. Elle fait une espèce de raccourci. Et là, ce qui arrive, il y a un voleur, il ne l'a pas violé, mais il l'a bien volé, il l'a aussi frappé au visage pour prendre son sac à main, tout ça, et puis donc elle a été traumatisée. Elle était à l'hôpital, il était 3 jours, puis ensuite elle est remontée au travail. Vous croyez pas, M. 5 jours après, elle revient dans la même impasse. Et je dis, mais ah bah oui, mais ça m'étonne pas, parce que, en fait, la manière dont il me racontait l'histoire, dès le départ, c'était, imaginons que le lieu est là, elle part de son restaurant là, et puis l'impasse est là. Et sa maison est là-bas. Alors elle a très bien pu faire ça. Mais non, elle a voulu faire ceci, puis cela, puis cela, puis cela, puis cela, puis cela, pour arriver là. Elle dit, et pourquoi? Elle aime l'aventure, ou elle aime, tu vois, le côté inédit, original de l'histoire. Non, non, non. C'est tout simplement parce que elle aime l'intrigue, l'insolite, cette dame. Saura-t-on après. Donc, quelque part, c'est un peu comme on aime se faire peur en regardant les films genre Scream, les films gore. Il y a des gens comme ça qui aiment bien, le soir, se faire peur. Bah, elle aime bien dire, bon, allez, allons monter tout d'adrénaline, allons voir ce qu'il y a dans le noir là-bas. Bah, c'est un peu une logique masochiste en fait. C'est qu'on se met soi-même, et inconsciemment, on a bien compris l'histoire, il y a une dose d'inconscience là-dedans, parce qu'elle n'a pas envie de se faire mal 2 fois quand même, elle n'est pas masochiste à ce point-là. Elle aime se faire peur, mais peut-être pas quand même se faire agresser tous les soirs. Et pourtant, elle revient encore. Donc, et donc,
Victime au risque, c'est ça, c'est aussi ça, c'est le fait d'aller dans des lieux... je vous ai quel est l'endroit le plus à risque dans ce bâtiment? A priori. L'ascenseur c'est pas mal, mais il y a quand même des va-et-vient. L'ascenseur. Le sous-sol. 4e étage parce que c'est plus isolé. Non, il y a pire encore. Les escaliers. Les escaliers, il y a du passage encore. Sous-sol. Sous-sol, bien sûr. Sauf si, bien sûr, il est occupé. Mais à partir du moment où il n'est pas occupé, sous-sol, vous avez quand même pas mal de... Si vous éteignez un jour, là, même s'il y a du web TV de temps en temps, mais c'est pas... il y a quand même des moments, voilà, des lieux, il ne faut pas trop s'y aventurer. Hein. Rendez-vous au sol. Rendez-vous. Bon. Moyen risque, c'est donc un lieu de passage, et bas risque, c'est... elle se met... Alors, elle a une personnalité, elle a le physique plutôt dissuasif, elle a un environnement voilà, où il y a des témoins, où elle pourrait être sauvegardée, tout ça on connaît par cœur, donc j'y reviens pas, mais là aussi ça aide à connaître l'agresseur, parce que quelqu'un qui s'en prendrait à une victime à bas risque, qui fait ça? Alors, bas risque, attention, hein, bas risque c'est qui? Pour la victime. Pour la victime toujours. Eh oui, c'est plus organisé, il veut le défi, le challenge. Eh oui. Alors que quelqu'un de particulièrement inorganisé, va plutôt rechercher ça dans un lieu isolé. C'est pas qu'il est inorganisé en tout, mais il y a une forme de lâcheté, il y a une forme effectivement de vraiment faire ça à l'insu des autres, dans un lieu particulièrement isolé. C'est ça. Et donc lorsqu'on a aussi l'affaire Alessia Davar, on peut être que frappé par ça. C'est vrai. Et donc, c'est important. Sélectionner d'opportunités partielles au total. Alors on se rappelle qu'aucune victime ne l'est par hasard. Aucune. Nous ne sommes jamais victimes par hasard pour toutes les raisons invoquées ce matin. Même lorsqu'on croit qu'on n'y est pour rien, qu'on n'a rien dit, qu'on n'a rien fait, il y a toujours dans le regard de l'agresseur quelque chose qui nous victimise, au moins inconsciemment. Mais disons quand même que quand on est sélectionné, on a affaire à un tracker, à un prédateur, à un cibleur, évidemment. C'est l'image immédiatement que devait avoir l'esprit de quelqu'un avec une lunette vissée sur son fusil. Voilà, c'est ça vraiment. C'est un tireur. Puis, vous avez à l'inverse la personne qui est d'opportunité totale. On sait que l'opportunité totale, en fait, ça n'existe pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de hasard, mais ça serait par exemple un accident. C'est en voiture, et en train. Vous voyez, donc vous êtes dans un avion, puis d'un coup, boum, il explose. Qu'est-ce que vous voulez voilà, c'était pas de chance, hein, c'était votre destin aussi, qui sait. Mais, au moins, vous n'avez rien à vous reprocher a priori. Si c'était un avion en ligne, sur une